nous avons réalisé des découvertes très intéressantes qui permettent de documenter l'histoire du château depuis ses origines jusqu'au XVIIIe siècle à travers des structures archéologiques, des maçonneries, mais aussi différents objets qui documentent la vie quotidienne des occupants du château depuis le XVe siècle. Nous avions jusqu'à présent connaissance d'une tour au nord-est. Les découvertes que nous venons de faire permettent aujourd'hui de tracer le dessin d'un grand corps de logis oriental, ainsi que le dessin d'une quatrième tour qui fermait justement ce quadrilatère. Nous avons découvert le mur formant le revers de ce logis, qui fait plus de 2 mètres de large, qui se situe ici sur le plan. Les découvertes archéologiques que nous avons menées nous permettent aujourd'hui de dessiner un grand corps de logis oriental de 40 mètres de long sur 7 mètres de large. La découverte majeure a été la découverte de cette quatrième tour, donc à l'angle sud-est. Une tour en tout point similaire à sa jumelle du nord, puisqu'on est sur un diamètre de 13 mètres. Ce grand corps de logis possédait au rez-de-chaussée 3 salles, une grande salle principale et 2 petites salles au bout du bâtiment. La première salle, donc au nord, était déjà connue puisque le CHAM avait déjà permis de découvrir les fondations mais aussi des niveaux d'occupation et de dallage de cette première salle. On connaissait également sa cheminée présente sur le pignon. De l'autre côté, donc complètement au sud, on a exactement la même disposition avec la même taille de salle, avec également une cheminée sur le pignon et on a pu découvrir également une grande fenêtre qui permettait d'apporter un puits de lumière à l'intérieur de cette salle. Quant à la grande salle centrale, donc qui occupe quasiment 2/3 du bâtiment, elle se compose d'une très grande cheminée monumentale sur le refend sud, sur le mur de refend sud, dont on peut voir encore aujourd'hui l'élévation avec un pied droit mouluré qui montre un certain soin apporté à la décoration de cette cheminée. On voit également le niveau de la dalle foyère, là où on faisait le feu, et on perçoit encore les différents niveaux d'occupation qui montrent le fonctionnement de cette cheminée, c'est-à-dire des niveaux de charbon, mais aussi de cendres. Dans cette grande salle centrale, nous avons eu également la surprise de découvrir une porte. Elle possède également des gonds conservés en métal, en fer. Cette porte donnait accès à une terrasse extérieure sur laquelle je reviendrai. Nous avons pu mettre au jour différents niveaux de circulation qui nous donnent à peu près un niveau altimétrique de la circulation du château sur ce front oriental. Beaucoup de mobilier équestre, donc étrier, fer à cheval. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons trouvé 3 squelettes d'ânes encore ferrés. Une autre découverte intéressante a été la découverte des latrines. 3 conduits de latrines verticaux qui finissaient dans une fosse longue de 3 mètres et large d'1,45 m, comprise dans l'épaisseur du mur. Alors, ces latrines sont très intéressantes, d'une part parce qu'elles permettent de confirmer la présence de au moins 2 étages à ce logis, faire un petit focus sur le quotidien des occupants du logis, puisque dans cette fosse des latrines sont conservés les différents objets qui ont pu être jetés au cours du temps à travers les latrines et qui ont fini au fond de cette fosse. Évidemment de la céramique, donc de la vaisselle en terre, mais aussi en métal, ce qui est extrêmement intéressant puisque ça montre quand même un statut social important des occupants du château. Du verre, des verres à boire, avec un verre notamment très bien conservé, du très beau verre de qualité. Nous avons également trouvé une petite bague en bronze et divers autres objets qui documentent le quotidien des occupants. La porte découverte au fond de cette pièce permet d'accéder à une terrasse présente de l'autre côté de ce logis, au revers du château finalement. Cette terrasse donc, qui s'étendait le long du mur de revers du logis, entre les 2 tours, permettait à la fois de servir de terrasse d'agrément, mais aussi, pourquoi pas, de terrasse défensive en cas d'attaque ou en cas de siège. Les différents sondages que nous avons pu mener ici à l'articulation de la salle debout et de la 4e tour nous ont permis de mettre au jour les fondations de cette 4e tour justement et de voir que malgré une récupération massive des matériaux de cette tour, quelques éléments maçonnés sont restés et ce qui nous permet bien de confirmer la présence de cette 4e tour, mais aussi d'établir sa contemporanéité avec le logis. Ça montre également que cette pièce debout était une pièce résidentielle, qu'on avait un puits de lumière qui venait dans cet espace, qui avait une sorte de petit cou-siège, donc un petit banc latéral sur la fenêtre qui permettait de s'asseoir pour regarder à l'extérieur.
On a également eu la chance de trouver à cet endroit un gond en fer conservé, ce qui nous donne une position pour le grand ventail qui permettait de fermer et de protéger la fenêtre des courants d'air. Que sait-on maintenant de l'évolution de ce logis? Nous savons qu'il a été fondé au cours de la seconde moitié du XVe siècle. Quand précisément, pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire, et ce sont toutes les analyses que nous réaliserons en post-fouille qui nous permettront peut-être d'approcher la décennie de construction de ce bâtiment. Les hypothèses liées aux découvertes nous semblent positionner la construction de ce front oriental avant la construction ouest que l'on connaît aujourd'hui en élévation avec ces deux grandes tours. Et tout ça sera à déterminer ensuite lors des analyses. Au cours du XVIe siècle, alors que ce logis et ses tours sont encore habités, on vient renforcer le front oriental en revers du château par un puissant boulevard de terre. Ce sont les grandes terres orange et bleues que l'on aperçoit derrière, qui sont contrefortées par un mur en talus qui est aujourd'hui conservé seulement sur une dizaine de mètres de longueur, juste derrière le bastion, qui permettait de contreforter ces terres. L'objectif de ces boulevards de terre était de pouvoir absorber éventuellement les chocs subis par des boulets provenant de l'autre côté des douves, de protéger les maçonneries du logis et des tours. Ce logis a perduré au moins durant tout le XVIe siècle. C'est certainement à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Ce bâtiment est abandonné, puis détruit et enfin récupéré. Les étapes ont été progressives. On a d'abord un abandon qui s'est manifesté et qui a entraîné l'effondrement du plancher, enfin des planchers supérieurs. C'est ce que l'on voit juste ici avec ces carreaux de pavement au sol, qui sont en fait les carreaux formant le sol du premier étage et qui sont tombés sur le rez-de-chaussée au moment de l'effondrement du bâtiment. Différents éléments montrent un abandon de l'espace et peut-être une réoccupation tardive des dernières pièces encore subsistantes. C'est notamment le cas de la construction d'un petit four, enfin d'un grand four à pain on va dire, et qui est installé sur des niveaux d'effondrement, mais qui semble intervenir malgré tout avant la mise en place de la grande terrasse d'artillerie du XVIIe siècle. C'est ce grand corps de logis et cette tour qui sont détruits afin de construire cette terrasse d'artillerie et de l'aménager proprement au début du XVIIe siècle, durant les soubresauts de la guerre de la Ligue. La quatrième tour a été entièrement récupérée, certainement dans le but de récupérer tous les matériaux utiles pour la construction de nouveaux édifices, ou plus proprement dit de nouveaux murs. Aujourd'hui, on peut penser, bien que ça ne reste qu'une hypothèse, que les matériaux récupérés dans la démolition du bâtiment et de la tour aient servi à la construction du grand bastion. Ça reste une hypothèse, mais qui, en tout cas, pour l'instant, est recevable. Au XVIIe siècle, justement, donc, on aménage ce grand bastion que l'on voit encore aujourd'hui en élévation. Et à l'intérieur de cette grande terrasse, le terrain est aplani, plus ou moins nivelé, en sorte que les anciens bâtiments du XVe siècle sont définitivement scellés et, de par le fait, conservés à minima sous ces niveaux-là. Et on aménage différentes plateformes d'artillerie en ce début du XVIIe siècle. C'est ce que l'on voit donc justement au pied du mur de bastion, où on a eu la chance de découvrir une grande plateforme d'artillerie très bien conservée, avec des niveaux d'occupation au-dessus, qui ont révélé un mobilier militaire extrêmement intéressant et bien daté de cette période-là. Je pense aux balles de mousquet, mais aussi à tout ce qui forme le quotidien des soldats, les épingles, des manches de couteau, qui montrent le quotidien de ces occupants-là en ce début du XVIIe siècle. Nous avons pu, dans les niveaux de démolition du bâtiment, mettre au jour de grands blocs architecturés qui nous permettent de documenter un petit peu justement l'architecture de ce corps de logis ou de cette tour, puisqu'il est quand même compliqué de savoir si ces pierres étaient rattachées à la tour ou au logis. Quoi qu'il en soit, nous avons pu découvrir un très grand bloc correspondant à un élément de mâchicoulis qui montre un dessin en tout point similaire à ce qui est aujourd'hui présenté sur les parties sommitales du front ouest, qui sont encore aujourd'hui en position d'origine. La découverte de ce mâchicoulis montre que ce corps de logis et ou ces tours possédaient en partie sommitale un système de défense passive, ce qui est tout à fait courant et tout à fait logique en cette période du XVe siècle.